Rendre service aux autres, c'est se rendre service à soi-même. Et la vraie politique est simplement le service du prochain. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce mercredi 24 juin de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour cette autre édition de votre émission favorite. N'oubliez surtout pas, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, carquésard et bien autre chose qu'on ne saurait citer ici. Tout au long des 2 heures à venir, donc nous allons décrypter justement l'information et bien sûr pour vous apporter le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Sur ce plateau, mes 2 mousquetaires sont là ce matin. Mange Vernachus, good morning. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. How are you? I'm fine. Oh, fine. Fine. Very fine. I'm Are you fine. sure for Not that? very fine. I'm fine. Oh, fine. Yes. What these friends aren't fine and very fine. Very fine means everything is normal, is okay. En tout cas, bienvenue à vous, Mange Vernachus. Alain Diop, bonjour. Bonjour Steve et bonjour également à tous nos téléspectateurs. Je dis bonjour particulier à nos veuves parce que hier c'était la journée mondiale des veuves. Également journée mondiale de la fonction publique. Et Dieu seul sait combien ils veulent justement intégrer la fonction publique. Donc je dis bonjour ce matin à toutes les veuves qui nous regardent. Journée mondiale des veuves. Les veuves, c'était hier. Vous dites à nos veuves. À nos veuves. Vous en avez? Oui, justement, je crois que ma grand-mère maternelle est là. À qui j'ai dit un coucou ce matin, elle est du côté de la cité des Palmiers. Ah d'accord, elle est veuve. Elle est veuve. Bon. Parce que mon grand-père n'existait pas. Non, ne vous inquiétez pas, on vous a compris. Non, on fait donc un coucou à toutes les veuves. Hein. Les veuves du monde entier, elles sont d'ailleurs très nombreuses. Et ce n'est pas souvent facile de vivre seul, j'aime souvent le dire. Il serait difficile même au paradis de vivre seul. Ça, il faut le dire également. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Très compliqué. Très compliqué de vivre seul. Mesdames, Messieurs, tout de suite et maintenant, vous l'avez bien compris, c'est la revue de presse, la première partie en langue anglaise avec Mange Vernachus. For this Wednesday, the 24th day of the month of June 2020, we begin a review of papers from the Guardian Post newspaper that writes, World leaders task a UN Security Council to put the Anglophone crisis on the agenda when it meets in session anytime soon. The paper specifies that these leaders are made up of Nobel Peace Prize laureates, former heads of states, and other global figures. Sensitization on reconstruction of the Northwest and Southwest region. The paper says the Women Task Force strikes separatists over imposed lockdown. And in the University of Boya, dismissed lecturer says Bia's decision is politically motivated. The government-owned Cameroon Tribune, talking on the fight against coronavirus, says the United Nations salutes Cameroon's strategy. Having come to the end of her mission to Cameroon, the resident coordinator of the UN system in Cameroon, Madame Allegra Bauchi, appreciated the decentralized strategy put in place by the head of state. Thus was in an audience yesterday at the Prime Minister's office where she was received by Dr. Dion Ngute. We take the Emergence newspaper on the ongoing crisis in the Northwest and Southwest region, and the paper says the UN requests a ceasefire from Paul Biya. On page 5, the paper says the UN Secretary General, Nobel Peace Prize laureates, and other eminent personalities have been pouring pressure on Cameroon for a ceasefire in the ongoing crisis in the Northwest and Southwest regions. In sports, the paper tells us that there are already guides for the Confederation of African Football to restart competitions. Le Jour newspaper, talking about communication, highlights the phenomenon in Cameroon where the head of state's effigy has been instituted in public institutions, in ministries, in offices, and during major public ceremonies, both national and private. And the paper on pages 2 to 3 says Paul Biya is present despite his absence because the chief is never away from his people. We take Le Messager newspaper that has their focus with the successor of Victor Fotso, and the paper presents Law Njitap
and Damien Fortso, who have been officially recognized as the principal administrator of Fortso's wealth and his successor, respectively. The two were selected at the end of a family meeting during which the will of the deceased was read. L'Oeil du Sahel, a tri-weekly newspaper for the three northern regions, tells us that civil servants are abandoning their offices in the far north region, as we read on page 7. And still on page 7, the paper informs us that the Lamido of Yagua is no more. L'Economie du Cameroon on pages 4 to 5 quotes Lo Camdem, a former employee of the SABC, a brewery company in Cameroon, who says the company is gradually killing her. And the paper says Shanda Tonme comes to her rescue. Out of Cameroon, we begin from Zimbabwe with the Herald newspaper that informs us of an extraordinary SADC Council of Ministers virtual meeting yesterday that adopted guidelines that will see the region enhancing cooperation in trade through increased traffic movement, manufacturing drugs, and jointly acquiring medicines from countries such as India in order to reduce cost in the wake of a COVID-19 pandemic. The meeting was chaired by Tanzania's Minister of Foreign Affairs. The New Times newspaper in Rwanda tells us that President Paul Kagame has encouraged American investors to participate in economic opportunities as Africa emerges out of a COVID-19 recovery process for mutual benefit. He was speaking while opening a 4-day corporate council on Africa Leaders Forum. In Kenya, the Daily Nation newspaper says a healthcare worker has reportedly died from COVID-19 while tens have contracted the virus. Unionists now fear the situation may get out of hand and want critical issues in the sector addressed. The Daily Monitor newspaper in Uganda says more than 1,000 Ugandans who are stranded in the United Arab Emirates have decried delays in being repatriated and asked government to speed up the process. The request came after 32 Ugandans returned yesterday from Khartoum in Sudan. In South Africa, the Sowetan Life newspaper informs us that while HIV-positive people are at an increased risk of dying from COVID-19 than those who are HIV negative, they are at a significant less risk than those with other underlying illnesses. We end in next door Nigeria with the Vanguard newspaper that informs us that forces aligned with the factional acting national chairperson of the ruling APC party have concluded plans to convene an emergency meeting of the National Executive Committee of the party. This, the paper says, is a fallout of yesterday's meeting with President Muhammadu Buhari and 3 governors within party circles. Steve, these are some of the information that we have from Cameroon and some African countries. Merci en tout cas pour cette revue de presse. Mon gouverneur va retenir en tout cas la grande une de The Guardian Post qui nous fait savoir tout simplement ce matin qu'il y a plusieurs leaders d'ailleurs du monde qui demandent tout simplement au Conseil national, enfin au Conseil de sécurité des Nations Unies, en tout cas de mettre la crise anglophone dans leur agenda. Mais il faut préciser par ailleurs que jusqu'à preuve de contraire sur le continent africain, jamais là où l'ONU a mis ses pieds ou alors les casques bleus, il n'y a jamais eu de paix. En tout cas, c'est toujours le monde à l'envers, c'est l'imbroglio, c'est le désordre total. On espère tout simplement que les gens vont comprendre d'une bonne fois pour toutes que l'ONU, dans un territoire, c'est carrément l'enfer. En tout cas, on vous a compris, hein. Et surtout, on a compris également nos confrères de The Guardian Post. Tout de suite et maintenant, allons-y en langue française avec Alain Diok. Au cours des débats qui accablent donc le ministre de la Défense, le quotidien Info Matin parle de vrais faux bien mal acquis, de Betty à Saumon. La loyauté de l'homme doublée de son engagement au chef de l'État gêne tellement que ses détracteurs sont déterminés à lui nuire en continu et par tous les moyens. Question de le déstabiliser, nous dit le journal. Selon le journal, les prétendues acquisitions immobilières à lui attribuées font le buzz sur les réseaux sociaux. Le quotidien Mutation revient sur l'élève tué au poignard d'Eidoguet un an après, avec une question en suspens depuis le meurtre de Blériot Tanou par son camarade au lycée bilingue de Dedo. Qu'est-ce qui a changé?
Le quotidien Le Jour évoque la présence de Paul Biya malgré son absence, en parlant justement de son effigie qui trône en maître de séance dans les institutions telles que les ministères, les bureaux de particuliers, entreprises et lors des grandes cérémonies nationales, voire privées. Pour le journal, le chef de l'État n'est jamais loin. À lire dans les colonnes du même journal, Le Jour, qui donne la parole à Paul Linde, le tout premier capitaine des Lions Indomptables, qui retrace son parcours, l'histoire de l'équipe nationale ainsi que la vision qu'il a du football camerounais. L'ancien capitaine dit d'ailleurs que beaucoup de choses s'opposent donc à l'évolution du football au Cameroun. Concernant le sinistre de l'hôtel de ville de Monatélé, le journal et Singan nous indique que l'élite de l'Allié s'engage dans la reconstruction. L'initiateur de l'opération de contribution spéciale de solidarité mise en place en faveur de cette commune, le ministre Eyebe Aïssi, a remis donc un chèque de 10 millions de francs CFA, c'était hier 23 juin 2020, au maire lors de la descente d'une délégation de fils et filles du département sur les lieux du drame. Le quotidien de l'économie relève le calvaire des PME agricoles pour l'accès au financement. Dans une interview d'Hervé Blaise Fonqueux, expert dans le domaine du financement agricole, qui parlait de l'urgence de mettre donc sur pied la banque agricole pour sortir les acteurs de la débrouillardise. Dans le journal Diapason, on parle des fonctionnaires et agents d'État où trouver son compte. Le journal pose vraiment la question. Le journal revient en tout cas sur la loi du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et de ses entités qui est venue apporter des réformes pour une meilleure amélioration de la comptabilité publique. Dans le journal, la répartition des pairies spécialisées est donnée avec précision. Le quotidien Le Messager s'intéresse à la succession de Victor Fotso et nous renseigne que Lord Njitap et Damien Fotso prennent justement le pouvoir respectivement administratif, principal des biens et successeurs. Les deux ont été désignés au terme d'un conseil de famille au cours duquel le contenu du testament du milliardaire a été dévoilé. Oui. Tout de suite, direction du Gabon avec le journal L'Union qui indique que les guérisons suite au coronavirus montent en flèche. Fort timide, justement, à l'issue du premier mois de l'épidémie, le nombre de cas guéris du Covid-19 a donc connu ces dernières semaines une augmentation significative jusqu'à atteindre 2002 à la date du 22 juin, soit un taux de 42,24% par rapport au nombre de cas testés positifs, 4739. Pas question donc pour autant de crier victoire, nous dit le journal, quant au virus qui continue de circuler activement. Au Congo, les dépêches de Brazzaville s'intéressent à la lutte contre le Covid-19, des avancées et des défis à relever 100 jours donc après la déclaration le 14 mars du premier cas confirmé du coronavirus en République du Congo. La situation épidémiologique actuelle appelle à relever de nombreux défis en dépit de quelques avancées enregistrées, nous dit le journal Les Dépêches de Brazzaville de ce jour. En RD Congo, le courrier de Kinshasa évoque l'enseignement primaire et les chiffres de la réforme sur la gratuité. La mesure n'a pas fait que sortir la RDC dans le cercle de plus en plus restreint des pays où l'école primaire est encore payante. En se référant donc aux données de la Banque mondiale, cette gratuité a reconduit 2,5 millions d'enfants supplémentaires dans le chemin de l'école et près de 23 millions de personnes devraient sortir de la pauvreté d'ici 2050. Direction la France avec le journal Le Monde qui évoque comment la France peut vivre avec sa dette. Selon le journal, la dette publique française devrait culminer à 120,9% du PIB en 2020, selon le projet de loi de finances rectificative soumis mardi dernier aux députés. Concernant les municipales en France, le journal Le Figaro parle de la vague verte. Aura-t-elle eu lieu ? En tout cas, en effet, les écologistes espèrent remporter plusieurs grandes villes ce dimanche, une série de victoires qui leur permettrait donc de devenir la force majeure de la gauche en vue de 2022. Le journal Libération évoque anti-racisme. Selon le journal, est-ce
SOS Racisme dans les années 1980, au comité Adama aujourd'hui, la lutte contre les discriminations a profondément muté au prix des tensions idéologiques et générationnelles. Pour le journal, c'est une cause, mais deux combats. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui parle justement de méchants revers au tennis. Testé à son tour positif au Covid-19, Novak Djokovic doit faire face à la pandémie sur son attitude négligente lors de l'Andria Tour. Le Serbe a présenté ses excuses, mais l'image est déjà écornée, Steve. Voilà les différences. Novak Djokovic, voilà. Il faut le dire, hein, c'est le Serbe numéro 1 mondial. D'ailleurs, il faut le préciser. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que le quotidien gabonais, le quotidien national gabonais, l'Union, n'a pas parlé de l'homosexualité. Parce que depuis hier, il faut préciser par ailleurs que le Gabon a, il faut le dire, hein, déclaré l'homosexualité normale. Oui, je crois que ça fait grand bruit, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans d'autres plateformes d'information. Je crois que je peux même vous faire citer, hein, il faut le dire d'ailleurs, hein, le tweet de Sylvia Bongo Ndimba: la haine, les pressions, les interdictions ne gagneront jamais face à la liberté d'aimer. S'en prendre à une citoyenne ou à un citoyen sur ce qui relève de son intimité n'a pas place dans notre pays. Au Gabon, chacune et chacun doit avoir le droit d'aimer sans être justement inquiété. Je vous rappelle donc que depuis hier, du côté de l'Assemblée nationale gabonaise, on a voté pour l'homosexualité. Tout le monde a le droit maintenant. Les hommes peuvent se marier, les femmes peuvent également le faire. Oui, mais là-bas, c'est chez eux là-bas. Je crois que les assemblées... Je pensais finalement que le quotidien gabonais, l'Union, devait en parler. Mais oui, bon. oui, mais je voudrais dire que ça ne fait pas grand bruit. Vous voyez qu'on ne relève pas ça dans le journal, peut-être à l'intérieur, on ne sait pas. Voilà, mais on ne relève pas ça. Donc ça veut dire que pour eux, c'est pas justement la grande une, c'est pas ce qui peut créer le débat. Donc je pense qu'ils ont beaucoup plus d'autres choses à faire. Maintenant, je crois que les Africains, je pense que nous, on a une autre façon de voir ce qu'on appelle justement relation. Et aujourd'hui, s'il y a certains pays africains... On parle d'amour, hein, oui, ils parlent d'amour. On parle d'amour, voilà. Si plusieurs Africains... Bizarre quand même, c'est ce genre d'amour, enfin. Plusieurs Africains sont devenus aujourd'hui des Européens embryonnaires. Et donc, moi, je pense qu'il faut laisser ceux-là qui pensent qu'ils sont beaucoup plus proches des Européens que des Africains, laisser cours à, justement, bon, le problème est le suivant, c'est que le député Blaise Louembe du côté du Gabon, on lui tire dessus depuis hier parce qu'il a voté non. Il faut le préciser, il a voté non et encore non. Il y a d'ailleurs 24 députés du côté de l'Assemblée nationale gabonaise qui ont voté contre d'ailleurs ce projet. Et parmi lesquels Blaise Louembe, mais jusqu'à preuve le contraire. C'est une honte même pour l'Afrique centrale. Actually, that's le problème depuis hier. That's where I was going to say that we are really proving there is this inferiority complex when we start thinking that anything that comes from the white man's country is what should be practiced. I think that when we look at just the natural order, Steve, you can never see two animals of the same sex going together, which means we are debasing ourselves far below animals. I mean animals, because you can never see a he-goat and a he-goat coupling. But men have gone to right up to that level because according to them, that is what the white man does. Because the white man does it, we should do it. I think that we have passed. C'est le progrès. C'est le progrès. Still, there's no progress. Anyway, negative progress, if we can put it that way. Mais le problème, c'est qu'il faut. En fait, c'est ce qu'ils disaient. Je vous charge juste de dire que c'est le progrès. Ce qu'il faut relever, c'est que après maintenant, ils vont demander la dépénalisation de l'homosexualité. C'est-à-dire, ils vont maintenant vouloir prendre les enfants des hétérosexuels. Actually. C'est ce qui a fait, ne vous inquiétez pas, déjà on parlait de la dépénalisation. Where would it come from? Mais écoutez, comment vouloir maintenant les enfants des hétérosexuels alors qu'on a décidé de ne pas procréer? Donc c'est très compliqué avec our leaders need to sit up, our leaders need to reason according to what we are, not what they tell them to do, because they are ruling the people. Ce qui m'a toujours déplu, personnellement, depuis que j'étais à l'école. Pendant que j'étais à l'école, en tout cas chez les bons, il y avait un problème. On parlait de l'évolution. On dit que l'homme est venu du singe, il est revenu à un être humain. Ce qui est bizarre, c'est que those are theories like le singe ne fait pas ce que l'homme fait. Actually, if we have to go follow that way, because you cannot have a. Mais vous nous parlez quand même de l'évolution, que l'homme vient du singe, mais le singe ne fait pas ce que l'homme fait. That is that theory. Another person can take another theory that tells us of the normal creation. If we take the biblical theory, they tell us that man was created. They don't say man evolved from an ape. Le problème, c'est que ça c'est la science du monde.
On nous dit que c'est l'évolution. En tout cas, monsieur, ce n'est pas notre sujet. Ce matin, revenons d'ailleurs avec le Guardian Post qui nous fait savoir qu'il y a pas mal de leaders dans le monde qui veulent justement que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse jeter un coup d'œil dans la crise anglophone et le mettre justement dans un agenda. Actually, that is what the Guardian Post newspaper tells us. The Guardian Post and the Emergence newspaper, they tell us that the UN is pouring pressure on Cameroon to call for a ceasefire in the ongoing Anglophone crisis. And Steve, from last week, papers have been telling us that this crisis in Cameroon has been considered as one of the neglected crises in the world, because according to them, the crisis is not going anywhere. But when you look at it, what is the motive of this pressure? What do they want? Is it that Cameroon cannot handle her internal affairs? Is it that Cameroon is incapable to solve this crisis? And when we talk of this crisis, we see that there are steps that are taken. Presently, as we're speaking, from yesterday, there is a fact-finding mission that is in the northwest region, will continue right up to the southwest region and ends on July 3rd. The fact-finding mission for the sensitization and reconstruction, sensitization and fact-finding of the crisis in the region, so as to reconstruct the two regions. So when they start bearing pressure on the president on Cameroon, I think that is another way of dictating. Cameroon is a sovereign state. Cameroon is a sovereign state, and I think that they should assist Cameroon in her manner of solving the crisis than be putting pressure on Cameroon to solve her internal crisis. Pendant ce temps, Emergence nous fait savoir que l'ONU exige de Paul Biya un cessez-le-feu. C'est en tout cas la grande une du quotidien Emergence ce matin. Oui, mais je pense que l'ONU exige de Paul Biya le cessez-le-feu. La main est tendue depuis. On ne peut pas demander à une armée régulière de cesser le feu. C'est incroyable, je n'ai jamais entendu cela. Et encore, je crois que c'est un prix Nobel de la paix, j'oublie justement son nom, qui jette cette pavé dans la mare. He is not alone. There are a number of Nobel Peace Ils sont d'ailleurs très nombreux, les prix Nobel de la paix. Yes. Ils sont Former nombreux. head of state, Voilà. UN Secretary General and other eminent personalities. Ils sont nombreux. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que justement, c'est pas seulement au Cameroun qu'il y a eu des séparatistes. Mais pourquoi on ne parle pas des autres pays? Par exemple, l'Espagne. Pourquoi on ne parle pas de l'Espagne? Pourquoi on ne dit pas que du côté de l'Espagne, on doit laisser les séparatistes? Parce qu'aujourd'hui... Les Catalans, justement, devenir indépendants. Voilà, parce que jusqu'à présent, il y a encore ceux qui sont condamnés. Ceux qui voulaient le séparatisme sont encore en prison. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est seulement au Cameroun qu'on dit que la situation s'est enlisée et il faut que absolument... Non, il faut qu'on arrête vraiment ce chantage-là. Et puis, je n'ai jamais vu... C'est seulement au Cameroun que j'entends cela, hein. C'est-à-dire que vous partez en négociation avec quelqu'un, c'est-à-dire l'État et les séparatistes. Et les séparatistes, eux, ils disent que non, nous ne voulons pas tel interlocuteur. Ça se fait où? On verra ça plus tard. When we talk of negotiating with the separatists, I think most crisis has always been resolved through negotiation. It is not normally speaking for the state to use force, because in as much as we continue using force, that is how the situation is degrading right up to a civil war. Mais vous devez savoir également que l'État du Cameroun a utilisé tous les moyens possibles pour avoir un cessez-le-feu du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Il l'a pas eu. Il va pas continuer quand même à s'agenouiller pour supplier justement ces personnes à déposer les armes. Messieurs, on va revenir également sur Laure Ndjita et Damien Fotso qui prennent le pouvoir. C'est la grande une du Messager ce matin. Et pendant ce temps, je me rappelle, il y a quelqu'un qui va en profiter, Laure Ndjita, l'autre. Oui, absolument. L'épouse de l'autre. Oui, l'épouse de l'autre. Je crois que maintenant on peut dire ouf, puisqu'on attend. Tout en espérant que les autres enfants vont accepter, ils vont se taire. Oui, mais là maintenant c'est le testament qui parle. Vous êtes sûr qu'ils vont se taire, ils vont dire bon ok, on va laisser à Laure Ndjita. Oui, mais ils vont se taire. Pourquoi ne pas se taire? Puisque c'est la dernière recommandation du père. Steve, the paper indicates. The paper indicates that was the outcome of a family meeting that during which the will of the deceased was read. So it is not something that was selected. Maybe that is what the Victor Fosso decided, that this will be my successor, this will be my. C'est une bonne nouvelle. Des biens. Yes. C'est bien. Enfin, je pense que c'est une bonne nouvelle qui nous vient justement de la famille Fotso. On espère tout simplement que les choses vont s'arranger dans les jours à venir. Mais je pense que je vais vous dire une chose, les amis. C'est bien de se marier, mais de faire un bon casting.
Ah oui. Ce mec, il a fait un casting extraordinaire. Merci d'avoir... Marriage will no longer be... Non, mais là, le mec, il a fait un casting. C'est ça qu'on appelle un casting, les amis. Si vous m'avez compris, tant mieux. Merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Tout de suite et maintenant, nous prenons la chronique de Hervé Moukouri. Il est là, Hervé Moukouri, ce matin. Bonjour Hervé Moukouri. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Très heureux de vous savoir d'ailleurs ce matin sur notre plateau. Quand je parlais de casting, ça vous a fait sourire? Oh, bien sûr. Vous savez, c'est... Je ne fais pas de commentaires là-dessus. Un grand homme m'a dit un jour que le mariage, depuis le moment où il a essayé de conclure, est une chose à faire et non une chose déjà faite. Mais il faut toujours faire le bon casting, m'a dit. Il faut bien choisir. Faut pas aller vite en besogne. Et tout part de là d'ailleurs. Et tout part de là. Un bon choix d'ailleurs. Bon, même si j'aime souvent dire que ne pas avoir le choix, c'est faire un choix. Tout de suite maintenant, Hervé Moukouri, vous nous faites savoir d'ailleurs que l'affaire de l'exploitation des carrières de Njombe Pendia est d'ailleurs au centre de votre chronique ce matin. La bataille à fleurette mouchetée que se livrent les exploitants des carrières de Njombe Pendia, les autorités administratives d'un côté et le maire de Njombe Pendia, Paul-Éric Kingué, de l'autre, ne suscite vraiment pas une vive attention. Et pourtant, l'enjeu est de taille et traduit parfaitement les difficultés auxquelles font face les collectivités territoriales décentralisées en dépit de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées adoptée par le président et par le Parlement et promulguée par le président de la République le 24 décembre 2019. Ce code consacre, faut-il le rappeler, une tutelle un peu moins présente, plus de compétences transférées aux collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire aux mairies, pour parler tout simplement, que par le passé, plus de ressources transférées directement à ces collectivités territoriales décentralisées, plus d'autonomie fonctionnelle, une définition avancée du statut de l'élu local, etc., etc. Fort de cette loi, les maires devraient avoir un spectre d'action plus large. Et quand ils sont soucieux du développement de leur commune, laisser des empreintes indélébiles par leur réalisation. Sauf que jusqu'ici, la loi leur est certes plus ou moins favorable, mais sur le terrain, le combat est tout autre face à une administration publique qui a du mal à accepter les nouvelles dispositions de la loi. Les administrateurs, animés par des intérêts obscurs comme toujours, gloutons financièrement avides et dotés d'un égoïsme exacerbé, tout pour eux, rien pour les populations, contribuent à bien des égards à plomber les actions des élus locaux. Ceux-ci, pris en tenaille par la politique dictatoriale de leur parti, pour la plupart le RDPC, dont la plupart sont donc issus, se laissent phagocyter. Ces maires acceptent faiblement qu'on leur confisque le droit, qu'on leur confisque tout simplement leur droit et qu'on leur donne même le pion. Heureusement, parmi eux, il y en a qui savent dire non. Un non sec comme celui de Sékou Touré. Paul-Éric Kingué, le maire de Njombe Pendia, dans le département du Mungo, est de cela. Le maire MPCN vient tout simplement d'interdire de façon musclée l'accès des carrières de Pouzeland aux exploitants de ce matériau dans sa commune. Mais avant de cela, Paul-Éric Kingué leur avait adressé plusieurs lettres de sommation en date du 18 mai 2020. En guise de réponse, les entreprises indexées affirment qu'elles exercent dans la légalité et verseraient le paiement de taxes de transport évalué à 1,3 million de francs CFA tous les 5 du mois. Au fait, c'est quoi le problème? Pour le maire Paul-Éric Kingué, ces entreprises qui font en moyenne un chiffre d'affaires de 180 millions par mois, pour la toute petite entreprise, ne versent que 800 000 francs CFA à la commune qu'elle pille. L'édile de Njombe Pendia a conclu que tout calcul fait, ces entreprises d'exploitation de Pouzeland dans sa commune, c'est-à-dire Njombe Pendia, après toute charge comprise, s'en tire avec, au bénéfice, au moins des 80 millions CFA par mois pour la plus petite entreprise ou alors pour le plus petit exploitant. Alors le maire de Njombe Pendia exige qu'elle verse tout au moins 5 millions de francs CFA à la mairie
quel que soit le bénéfice, que vous ayez 100 millions de bénéfices ou 200 millions, ou quel que soit le bénéfice, bref, versez tout au moins 5 millions à la mairie. Rappelons que la carrière de camion de Pouzelan coûte 720 francs. 720, un camion de Pouzelan du côté de Djombe Pindia coûte 722 francs et est vendu ici en ville à 200 voire 250 000 francs. Ce qui choque davantage, c'est que la loi sur le 24 la loi du 24 décembre 2019 sur les collectivités territoriales décentralisées demande aux tutelles d'être moins présentes. Or, dans cette affaire, le préfet, le sous-préfet et le délégué départemental des mines du Mungo prennent fait et cause pour les entreprises qui exploitent la Pouzelan en Djombe Pindia. Eux qui doivent pourtant faire appliquer la loi du 24 décembre 2019. Oui. Une loi du 24 décembre 2019 qui précise que l'exploitation des substances minérales non concessibles sont transférées aux communes, aux collectivités territoriales, aux collectivités territoriales décentralisées. On entend par minéral non concessible le sable, le gravier et même cette Pouzelan. Oui. Pour cela, vous voyez donc fort de cela, Paul Éric King se bat pour renflouer les caisses de la mairie et aider une population en souffrance. Et on se pose bien la question de voir où est passé le pouvoir des maires, puisque les autres viennent justement s'ingérer à l'intérieur. Et de plus en plus, ils ont un spectre d'action assez grand, mais l'administration, sous-préfet, préfet, essaie toujours de les réduire à leur plus simple expression. Et c'est bien dommage. Vous savez, le maire, je ne suis pas là pour défendre le maire d'ailleurs, celui... On va en parler ce matin, ne vous inquiétez pas pour ça, on veut bien savoir quel est le rôle d'ailleurs des élus locaux. Voilà, il y a des hommes politiques qui vont entrer sur le plateau pour en parler justement ce matin. C'est très important. Dans quelques instants. Ça va un peu dans tous les sens parce qu'on a l'impression que les préfets, sous-préfets ne veulent pas justement laisser des petits avantages qu'ils avaient aux maires. Or, il faut que les villes, les villages et les communes se développent. On ne va pas toujours laisser ces administrateurs, n'est-ce pas, gloutons, comme je le disais, financièrement, avides, gourmands, toujours tout prendre et au détriment de toute une commune qui, n'est-ce pas... Je vais bien savoir, Hervé Mokori, vous avez dit que le camion de la Pouzelan du côté 722 francs est vendu ici en ville. On ne va pas les charges, le transport, carburant et tout, mais ici c'est 250 000 francs. Parfois, on arrive souvent à 300 000, 350 000. Alors, imaginez donc, vous avez un camion qui part de Djombe Pindia pour, disons, Douala. Moi, je pensais moi ce cas, pour Douala. Un camion qui fait un tour, il vous verse 250 000. Il y en a qui font 30 tours, 60 tours, 100 tours par jour. Imaginez ce que ça peut donner à l'entreprise. Ça vous laisse donc penser qu'il y a beaucoup d'argent dans cette affaire. Jusqu'à preuve de contraire, on versait à la commune de Djombe Pindia la somme de 1 200 000. Ils disent qu'ils versaient 1 300 000 francs pour l'entretien des routes. Le maire de Djombe Pindia dit, moi je vois ici 800 000 francs CFA. Que vous versiez. Alors c'est pas normal. Donnez-nous au moins 5 millions. 5 bâtons, nous aussi on se bat avec, comme on dit souvent au quartier. Mais pendant ce temps, il y a toujours ce gros problème entre les deux. Mais il y a toujours... Alors les entreprises, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, bon écoutez, on n'a pas encore, en tout cas on s'occupe des établissements scolaires, on vous donne des motivations pour essayer. Ça n'a rien à voir, c'est le maire qui est le commandant. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors ils disent, non, on avait signé, le préfet d'ailleurs, le préfet ou le sous-préfet du Mungo disait, non écoutez, avant il y avait un contrat qui avait été signé avec l'ancien maire. Or, l'ancien maire n'avait pas encore ce droit de signer avec les entreprises, puisque la loi remonte au 24 décembre 2019. Alors, ce qui était avant, c'était soit le ministre, parce qu'en fait, c'était le ministre de l'administration, le ministre des Mines qui devait donner l'accord pour l'exploitation des Pouzelan. Or, c'était... Du côté de Djombe Pindia, on disait que c'était le maire, ce qui n'était pas normal. Ce qui n'était pas normal. Ben, il faut également que tout le monde sache, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, on va s'attarder d'ailleurs sur le sujet dans un instant. Depuis le 24 décembre 2019, eh bien, c'est le maire qui est le patron de l'arrondissement, c'est le maire qui gère tout, et le sous-préfet doit juste avoir un droit de regard. Ne veut pas dire qu'il doit s'ingérer justement dans, il faut le dire, la gestion de la commune. Et très souvent, la raison évoquée, c'est que le décret d'application
d'application n'a pas encore été signé. Et ça, c'est une raison bancale parce que lorsque vous avez un maire de ville comme celui qui... Est-ce qu'il y a eu un décret d'application pour que, n'est-ce pas, ce maire de ville entre en fonction? Je ne crois pas. Enfin, à ma connaissance, je ne crois pas. Donc, les compétences doivent dire être transférées aux mairies. Et puis, s'il y a des avantages, qu'on en profite et qu'on fasse profiter les populations justement de ces arrondissements. Merci Hervé Moukouri d'avoir été là ce matin. Le sujet nous intéresse d'ailleurs. Mais avant de faire asseoir d'ailleurs nos invités pour ce débat où nous allons nous intéresser aux collectivités territoriales décentralisées. Quel est le rôle des élus locaux? C'est notre interrogation ce matin. Mes invités sont là ce matin. À ma gauche, le président André Badakani. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Gos, bonjour à vos millions de spectateurs répandus dans le monde, bonjour aux techniciens. Vous savez que les techniciens ne vont pas faire du bon travail. Pas du tout. Moi j'aime beaucoup saluer les techniciens. Et je salue mes co-panélistes que tout le monde tu vas présenter. Albert Nathalie, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue le président Badakani André, je salue toute l'équipe technique de DBS Matin, je salue particulièrement tous les fan clubs de cette tribune. Mon coup de gueule de ce matin, bien évidemment, avant hier, je ne savais pas que une cérémonie politique qui se tient dans un espace public peut revêtir un caractère privé. Et hier, je l'ai appris à mes dépens du côté de la commune d'arrondissement de la 3e, où je me suis déporté hier dans le cadre de l'élection d'une conseillère municipale. Vous savez qu'il y a l'un des conseillers qui a été élu du côté de la mairie de la ville de Douala. Oui. Il fallait donc justement remplacer cette place-là. Et justement, il y a donc eu cette élection qui s'est tenue hier. Je me suis donc déporté là-bas en tant que journaliste pour recouvrir l'événement. Eh bien, c'est vrai que l'agent de sécurité qui était en faction m'a laissé entrer. Pendant que je m'apprêtais à prendre place à l'intérieur, j'étais surpris d'être rattrapé par Madame Moukala Sophie, épouse Motangobla, qui est la secrétaire générale de la petite commune, qui me rappelait qu'il s'agit d'un événement, qu'il s'agit tout simplement d'un événement privé. Waouh! Là, je suis tombé de nu. Je dis, comment se fait-il qu'une élection qui se tient, un événement politique, une cérémonie politique qui se tient dans un lieu public pour revêtir un caractère privé? Le maire est libre de choisir, n'est-ce pas, la coloration qu'il donne à son événement. J'ai dit, ok. Si c'est cela, la coloration qu'on va donner à la décentralisation qui est en marche, ça veut donc tout simplement dire que la décentralisation est très très mal partie. En tout cas, merci pour ce coup de gueule ce matin. Je vais me tourner vers César Honoré Goman, qui est conseiller d'ailleurs municipal dans la 3e. Il a suivi d'ailleurs votre coup de gueule. Bonjour César, bienvenue à vous. Bonjour M. Steve Goss, bonjour à Anatole. Ça, je voudrais lui passer ce bonjour spécial. Bonjour Président Badakani et évidemment le co-panéliste que vous allez présenter tout à l'heure. Permettez-moi de répondre au coup de gueule. Oui, voilà. Bon, messieurs, ça a commencé. Vous n'avez pas également oublié que le temps. Parce que cet événement, cette incidence se produit devant moi et je pense que la secrétaire générale en question de la commune est venue vous présenter. Non, c'est le second incident qui ne s'est pas devant vous. Là, je suis accompagné d'un confrère, mais le premier incident, vous n'y étiez pas. Je retiens qu'elle est venue vous présenter des excuses parce qu'elle avait la salle dont nous nous dirigeons, elle était exclusivement de conseil et maintenant votre présence, elle a mal interprété et je pense qu'elle s'est ravisée lorsque le président communal, en la personne du maire, a fait de vous des invités spéciaux et vous avez été assis à la table d'honneur. Je pense que... Il ne nous a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Nous, on va te faire le coup de gueule maintenant. Et la secrétaire générale en question est venue se rassurer si tout était OK sur votre table. Quand je l'ai dit, je ne suis pas son avocat, mais contre coup de gueule. Restituer la vérité. Il faut un contre-coup de gueule. Je pense que... Non, il n'y a pas de... Il fallait terminer par là. Certainement, elle a dû vous offusquer d'une certaine façon ou d'une autre. Événement à caractère public-privé, je pense qu'elle était dans son rôle. Et s'est peut-être trompée, parce qu'on a souvent eu des invités comme ça, quelqu'un sort de nulle part, mais elle ne connaissait pas votre casquette. J'ai décliné mon identité et ma casquette. Oui, beaucoup bien décliné comme ça, mais ils n'ont aucun justif. Mais il a fallu. La carte de presse, par exemple. Ce qui est plus important, c'est que le maître des lieux, le chef des lieux, vous a dit, lorsqu'il s'en est rendu compte, vous avez vu comment elle s'est pliée en quatre.
et vous inviter à la table d'honneur. Donc c'est ce qu'on doit. Non, il était à la table d'honneur. Oui. C'est ça, c'est ça. Non, vraiment. Merci, on vous comprend très bien. Donc, Nous, on n'était pas je à ne la table finirai d'honneur, en pas tout cas. sans toutefois souhaiter une bonne journée à toutes les populations de la 3e et à tout le conseil municipal qui est en train de siéger en ce moment. Je pense qu'au sorti d'ici, je pourrai rapidement pour le rattraper. Eric Pépin Mikaï, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à nos milliers de téléspectateurs, bonjour en particulier à nos téléspectateurs du côté de l'extrême nord. Vous savez que depuis lundi, notamment dans l'arrondissement de Marois 2e, les populations sont en proie à une bagarre avec le maire de la ville. Et vivement que le calme revienne de ce côté-là, parce que c'est une région qui souffre déjà d'une insécurité transfrontalière. Donc il faudrait que les autorités essayent d'encourager un peu un accalmie à l'intérieur de cette ville-là. Messieurs, merci d'être là ce matin. Mesdames, messieurs, vous qui êtes à la maison, vous l'avez compris, voici le débat. Ouais, merci beaucoup. Vous l'avez bien compris, notre sujet ce matin, surtout notre interrogation, collectivité territoriale décentralisée, quel est le rôle des élus locaux? C'est notre grande interrogation ce matin. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui sont à la maison, le conseil municipal dispose de 2 types de pouvoirs, de décision et de proposition. Le conseil municipal a ici la compétence, c'est-à-dire le pouvoir d'établir et de voter le budget communal, de gérer le patrimoine communal, de créer et de gérer des services municipaux, de décider de travaux, de créer et de supprimer des emplois communaux et d'autoriser des actions en justice. Ce n'est pas, il faut le dire, limitatif. Les élus locaux sont ainsi amenés au cours de leur mandat à délibérer sur ces différents sujets et à prendre, il faut le préciser également, des décisions pour autoriser le maire à agir au nom du conseil municipal. Je parle d'ailleurs sous le contrôle d'un conseil municipal. Il y a évidemment un formalisme précis à suivre pour que cette décision soit prise dans le cadre de la légalité. Ce sont les agents communaux, les agents territoriaux qui sont compétents pour veiller à la formalisation de ces délibérations. Retenez que le conseil municipal peut déléguer une partie de ses missions au maire qui en est l'exécutif. Mais le conseil municipal garde le pouvoir de contrôle. Il peut refuser de voter les délibérations proposées ou proposer d'ailleurs des amendements. Si je continue par là, eh bien le pouvoir de proposition du conseil municipal, le conseil municipal donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements auquel est demandé par le préfet. Il donne son avis notamment sur les points suivants: les projets d'alignement et nivellement des routes et des chemins départementaux qui passent dans sa commune d'ailleurs. Il y a également les plans d'occupation des sols, les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics. Il y a également l'aide sociale et les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale. Ça, c'est également la mairie qui doit le faire. J'espère que César Ngomor et tous les autres le font d'ailleurs. Il y a les créations d'agglomérations nouvelles, ce qui concerne notamment la création de communes nouvelles. Il y a le conseil municipal également peut aussi émettre des vœux sans avoir été sollicité sur les questions d'intérêt local, et les conseillers municipaux peuvent demander la mise en discussion de toute proposition qui entre dans les compétences du conseil et un vote sur celle-ci. Vous allez me poser la question, où est donc le rôle du maire, puisque tout le monde est là? Les pouvoirs spécifiques du maire. Sans entrer dans les détails, il est indispensable de faire un zoom d'ailleurs sur les pouvoirs spécifiques du maire qu'il ne détient pas du conseil municipal, là aussi il faut le dire, mais de l'État en direct, dont il est le représentant local. Le maire est l'exécutif du conseil municipal et à ce titre, il est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal qui peut lui consentir des délégations importante. Mais il est donc aussi l'autorité, il faut le dire, de police, sous le contrôle administratif de seulement le préfet. Et à ce titre, il est l'interlocuteur de la police ou de la gendarmerie. Il dispose également, comme manager de proximité de la République, d'attributions administratives et surtout judiciaires, comme organiser les scrutins, tenir les services de l'état civil, légaliser une signature, ça s'appelle l'acte de mariage, acte de naissance et etc. Le maire est également le chef du personnel communal et à ce titre, il peut décider seul de recruter, donner des promotions, sanctionner, voire licencier, évidemment. Ça, il faut le dire, dans le respect des dispositions contenues dans le statut de la fonction publique territoriale. Messieurs, aujourd'hui,
on a l'impression que ce n'est pas ce qu'on voit très souvent dans ces mairies, et sans oublier bien sûr dans ces... il faut le dire, ces élus locaux qui ont le pouvoir d'ailleurs du peuple. Président Badakani, nous savons pertinemment que le pouvoir d'un élu local vient du peuple. Oui, c'est le formalisme démocratique qui le dit. Oui. Maintenant, vous savez, il y a toujours eu un conflit entre la formalité démocratique et la pratique concrète de la démocratie. Et là, on va entrer en jeu ce qu'on appelle l'élément culturel de la démocratie. Vous simplifiez les choses. La mairie, c'est fondamentalement l'organe délibérant, le conseil municipal, l'ensemble des élus locaux, l'ensemble des conseillers. C'est le pouvoir exécutif municipal, monsieur ou madame le maire. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de gestion, qui est partagé entre le maire et le receveur municipal. On peut aussi parler du rôle administratif que joue le secrétaire général de la mairie. Donc, ça dit que c'est la dynamique, n'est-ce pas, qui est engendrée par le jeu de ces pôles de pouvoir municipal qui donnent un caractère vivant à la mairie. Ce ne sont pas les lois qu'on a écrites. Les lois, c'est le cas, c'est clair. Oui. Mais je vous dis que c'est le caractère, c'est-à-dire que c'est la dynamique, c'est la dialectique entre ces différents pôles de pouvoir municipal, n'est-ce pas, qui vont donner, n'est-ce pas, qui vont décider du caractère vivant de la mairie. Ça peut dire quoi? Alors vous avez soulevé un vrai débat, parce qu'aujourd'hui, on a un débat, on a un code de la décentralisation qui a été voté, tout le monde a applaudi. Le 24 décembre 2019. Et tout à l'heure, on parlait d'un cas. J'ai suivi l'excellent chronique de Hervé Mokori, oui. Le cas de Njombe Pendia. C'est-à-dire que le vrai défi aujourd'hui, c'est de faire à ce que cette loi, ce code-là, soit vécu réellement. C'est-à-dire que les administrateurs, les fonctionnaires épousent culturellement la nouvelle donne. Mais aussi que les maires, que les élus locaux, c'est-à-dire que épousent, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, cette loi-là, et la mettent en œuvre au quotidien. Alors, il y a des obstacles clairs. Tout à l'heure, on vous a parlé du cas de Njombe Pendia. Voilà une commune qui a des recettes directes, c'est-à-dire qu'on laisse pas la pouzzolane dans la commune, et ça dégage beaucoup d'argent. Mais la commune est laissée pour compte, alors que c'est une richesse c'est-à-dire que local, direct. C'est-à-dire, ils voient ça, on voit là. C'est-à-dire, les gens font la pouzzolane, ils vont vendre en ville, ils vendent très cher, et ils reversent les miettes à la commune. Heureusement que vous avez un maire qui a la carrière de mon ami Paul Henri King, que je salue, qui dit que mais non, vous ne pouvez pas continuer. Vous avez près de 100 millions tous les mois en termes de recettes. 180 millions tous les mois en termes de recettes. Vous reversez moins de 2 millions à la commune. 800 000 francs, ça ne marche pas. Il engage la bataille. Il dit non, versez-nous au moins 5 millions. Mais on observe quoi, sans le dire, c'est que l'entreprise se cache derrière la légalité. Et comme par hasard, il a l'appui de monsieur le préfet et de monsieur le sous-préfet. Donc, voilà un cas pratique. Voilà un cas pratique. Monsieur le maire a le mandat du peuple pour aménager, améliorer les conditions de vie des populations. Il a devant lui une entreprise qui pompe, qui, entre guillemets, pille la localité. S'enrichit grassement. Il dit, mais écoutez, ça, c'est pas normal. Versez-moi au moins 5 millions de francs. Il engage la bataille, mais l'entreprise semble s'appuyer sur les autorités administratives. Des contrats soi-disant faits pour refuser d'augmenter la quote-part de la commune. Voilà un conflit type, n'est-ce pas, que nous pose le nouveau contexte de la décentralisation. Alors le premier est simple. Vous n'aurez pas partout des maires qui auront le courage, ou bien les capacités morales, intellectuelles et mentales, mais c'est pour le King. Parce que, comment ont-ils été élus? Ce n'est pas une affaire de fraude électorale. C'est-à-dire que, lorsque, pendant l'élection municipale, l'UNMP a proposé la mairie du XXIe siècle, on s'appuyait sur des phénomènes culturels qui font qu'à un moment donné, la mairie n'est pas capable de remplir ses missions. C'est-à-dire que l'exécutif municipal, jusqu'au conseil municipal, le plus souvent, à cause de certaines habitudes qui font que ce sont des réseaux. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux qui, pendant très longtemps, ont confisqué les mairies et ont fait des mairies leur marchepied. C'est-à-dire que les gens sont centrés à Yaoundé
Et les mairies, ils sont l'endroit où ils piochent à travers des mécanismes quasi mafieux. Parlons comme ça, quasi mafieux. C'est-à-dire qu'on place quelqu'un à la mairie, on a des réseaux là-bas, on place quelqu'un à la mairie, et la personne, son rôle, c'est de faire que l'argent de la mairie, pour la plupart, n'est-ce pas, dans l'essentiel, remonte dans le réseau. Alors, c'est une mentalité qui a 1000 ans. Et surtout qu'avant ce cours de la décentralisation, qui est une grande avancée, nous sommes fiers d'avoir milité pour ça, et nous avons félicité le président de la République pour ce travail-là. C'est une grande avancée, mais peut-être que pendant très longtemps, le maire ne valait rien devant une autorité administrative. Le maire, il valait quoi? Il ne valait rien. C'est-à-dire que c'était comme, excusez-moi le mot, le garçon de course du monsieur le préfet ou le sous-préfet. Donc cette mentalité est encore, c'est-à-dire que le défi c'est de casser, c'est de faire bouger cette mentalité. Pour ça, il faut que les maires, les conseils municipaux soient créatifs. Il faut qu'ils s'organisent. C'est-à-dire au-delà du fait que bon, on est LDPC, on est PCRN, on est ceci, il faut que les maires s'organisent. Il faut que le regroupement de maires, les anciens, je ne sais pas s'ils vont maintenir ça, les communes villes unies du Cameroun et autres, ils doivent s'organiser profondément pour non seulement armer les élus locaux de manière mentale, pour qu'ils s'adaptent à la nouvelle donne, mais pour qu'ils constituent une force qui puisse pousser, aider les autorités administratives, heureusement que toutes ne sont pas dans ce comportement-là, les aider à épouser la nouvelle donne. Et que les quasi-mafias municipaux là, qui pendant très longtemps ont réduit la mairie à être un appendice, n'est-ce pas, de la tutelle, que ça bouge. Le défi, il est là. Donc maintenant, est-ce que le statut qui a été consacré dans la loi, au niveau des conseils municipaux, il y a des avantages, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages, énormément d'ailleurs. Est-ce que, n'est-ce pas, la consommation de ces avantages ne prendra pas le pas sur les performances municipales, sur les performances des élus? Voilà le vrai défi. Parce que quand ce sont les avantages qui vous intéressent, mais les réseaux vont savoir jouer dessus pour maintenir le statu quo. Or, c'est ça qu'il faut bousculer. Je crois que des élus comme mon ami Ngoma, la nouvelle génération, mes amis du PCRN et les autres, vont éviter ces pièges-là. Parce qu'une loi, c'est une loi, mais ce sont ceux qui sont chargés de la mettre en œuvre. C'est la capacité des populations qui doivent s'approprier justement. S'approprier la loi. Oui. Cette culture-là, c'est ça qui fait la citoyenneté municipale. Albert Anatola, ici, est-ce que vous êtes sûr, enfin, disons, demandons, je vous pose la question comme ça, est-ce qu'il sera possible en tout cas que les mairies se laissent en tout cas entraîner justement par cette loi et que les maires, alors pour ne pas dire l'exécutif communal, s'approprient justement cette loi du 24 décembre 2019? Ça va être très difficile, pourquoi? Parce que déjà, il faut mettre à niveau les compétences des maires, ou en tout cas des élus locaux. Vous saviez à l'époque, il y avait le CEPAM qui, enfin, ceux qui avaient envie d'améliorer leur culture personnelle y allaient, ou bien d'améliorer leur façon, leurs compétences administratives y allaient. C'est pas tout le monde. Parce que pour aller au CEPAM, tu es obligé d'abandonner pour quelque temps ton cabinet de maire. Malheureusement, il y en a qui rechignent à y aller. Et puis dans le contexte de la décentralisation, notamment en ce qui concerne la modernisation des institutions camerounaises, le CEPAM est devenu obsolète. Il faut une réforme de ce côté-là. Il faut des réformes vraiment profondes pour que ça s'adapte dans le nouveau contexte de décentralisation, comme que j'indique. Maintenant, il faut quand même préciser que les maires n'ont pas une compétence générale. Les maires, vous avez quand même, il y a le champ de la loi que vous avez, il y a le champ juridique, il y a le cadre juridique que vous avez fixé tout à l'heure, mais il faut quand même préciser que les maires n'ont pas une compétence générale. Donc, ils ont une compétence locale pour ce qui concerne les attributions qui sont justement contenues dans la loi. Ceci étant, si j'ai dit qu'il faut d'abord renforcer les capacités des élus locaux, ça implique de les rendre compétitives, ça implique de les rendre performantes, les mairies. Parce que vous savez, il y en a qui sont élus, il y en a qui ne savent même pas lire un document. Moi, j'ai apprécié l'honnêteté intellectuelle et l'humilité de César hier, quand il a reconnu qu'il y a des choses qu'il ne peut pas connaître. Et il a justement un document qui est devant lui, justement, qu'il doit pouvoir lire un document est une chose, mais le comprendre en est une autre. Alors, vous avez donc justement plein de conseillers municipaux ou d'élus locaux qui ne savent justement pas, qui n'ont aucune compétence administrative. Et ça pose donc maintenant un problème au niveau de la performance des collectivités. Ceci étant, il faut quand même indiquer une chose,
il y a également un autre problème qui va se poser, c'est que tout à l'heure, le président Banakan l'a évoqué en filigrane, mais pas en profondeur, à savoir l'implication des réseaux mafieux, ce qu'il a appelé, c'est-à-dire vous avez les administratifs qui sont à Yaoundé, qui décident au niveau du parti qui doit être maire, maire de la ville. Et là, vous voyez donc que quelqu'un qui a un poste politique n'a plus de compte à rendre aux populations. Et il y en a même depuis le 9, depuis le mars de cette année, après leur installation officielle, qui ne reconnaissent plus être membres ou militants du RDPC. Pour parler par exemple du RDPC, je parle sur le compte de M. César Honoré, parce que le pomme se trouve dans sa propre mairie. Ça veut dire que vous avez justement un maire qui ne reconnaît même plus qu'il est la casquette du RDPC. Ça, moi j'ai fait les coulisses hier, on me l'a dit. Donc ceci étant, vous avez également un autre maire à Douala, c'est-à-dire le maire de la ville, parce qu'il a été coopté, c'est-à-dire qu'il a été investi par le comité central et non justement par la base. Il ne reconnaît plus il n'accepte plus qu'il est là pour dans le cadre du parti. Et cela se perçoit dans sa gestion quotidienne de la commune. C'est-à-dire les actes qu'il pose, non rien de politique, parce que vous avez des arrangements. Lorsque justement ces deux exemples que je viens de prendre ont en commun une chose, leurs agents n'ont pas encore d'attribution, qui sont prévus par la loi. Notamment le nouveau code général des collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire, voilà ce que les deux personnages qui viennent de citer. Je ne veux pas prendre d'autres exemples à Yaoundé ou ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a la loi, il y a son application, mais je veux dire la difficulté de son application sur le terrain. Dans mon coup, le gars tout à l'heure, il y a quelque chose qui César n'a pas voulu comprendre. Je crois qu'il a fait espérer de pas le comprendre. Allez-y, on vous suit. C'est-à-dire que si nous avons une mauvaise perception de la gouvernance communale, c'est-à-dire nous restons dans les anciens paradigmes, ça veut dire que la décentralisation est faite pour échouer. Ça, c'est important. Je pense donc que le casting doit être bien élaboré en amont. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que les candidats ou les conseillers qui sont choisis remplissent et se donnent des critères de compétences intellectuelles au moins. Lorsque vous partez voter, donner le pouvoir municipal, en tout cas exécutif, à quelqu'un qui n'a pas de compétences, comme par exemple, apparemment, la conseillère qui a été élue hier doit avoir quelques difficultés même déjà à pouvoir lire un document. Lorsque vous partez donc voter, donner le pouvoir exécutif à à quelqu'un qui est supposé justement, comment dire, quelqu'un qui est supposé représenter les intérêts locaux, c'est-à-dire les intérêts des populations, ça me touche faux. Merci en tout cas pour cette première prise de parole. Je vais me tourner vers César Honoré Ngoma. Vous êtes conseiller municipal justement dans la commune d'arrondissement de Douala 3e. Qu'est-ce qui est fait de ce côté-là depuis que vous avez pris votre fonction? À peine 100 jours de notre prise effective. Et je voudrais pas me donner au rebondissement à chaque fois de mes interventions de vouloir essayer de revenir à ce que un copanéliste a dit tantôt. Mais si je ne le faisais pas, je représente aussi une commune. Et bien évidemment, je parle, même si je ne suis pas mandaté par le président communal, qui est à la personne du maire, mais je ne peux pas laisser passer un certain nombre de choses, M. Anatole. Lorsque vous dites que le maire actuel dit qu'il n'est pas là pour le RDPC, ça dépend de quel angle on vous explique cela et ça dépend de la perception que vous recevez le message qu'il vous renvoie. Le maire Epoupabo Sambo Valentin, c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un que je respecte parce qu'il a montré par son doigté politique que nous étions adversaires pour l'élection du maire. L'équipe à laquelle j'appartenais, nous avions été perdants. Nous avons eu 14 voix sur 46. Il a récolté 31 voix. Donc, je ne peux pas laisser passer cela parce que, dirais-je, nous n'étions pas du même monde. Maintenant, je travaille pour l'intérêt de la commune, l'intérêt de mon parti. Et ceci va de la compréhension de tous.
lorsque vous venez dire... Je peux poser une question. Quand on devient quand même un élu local, on doit cesser quand même de travailler pour le parti. Parce qu'on suivez travaille le pour le peuple. contexte où Anatole va en venir. Oui. Voilà un mec qui arrive. Oui, il a été élu, choisi par le RDPC, par les militants, les conseils du RDPC. Et dans ce conseil, nous avons le PCN, nous avons le SDF et nous avons en majorité le RDPC. Il arrive, il s'installe, le temps d'examiner, et c'est une mairie qui appartenait au SDF, à l'opposition. Le temps de faire le tour du propriétaire, il y a des dissensions qui fusent de part et d'autre. Et voilà sa réaction. N'oublions pas que je ne suis pas que le maire du RDPC. Je suis le maire de tous les habitants de Douala 3e. Oui. Est-ce à dire qu'il a dit qu'il n'est pas le maire, il ne reconnaît pas être élu par le RDPC. Il a dit, je suis le maire des populations de Douala 3e. Il faudrait qu'on sache raison garder. Il faudrait que je prenne des décisions qui partent dans l'intérêt de la communauté. Et j'ai les policiers, excusez-moi l'expression, j'ai les policiers aux fesses qui me feront les états de service, qui sont ces conseils municipaux. Et ces conseils municipaux sont du PCRN, sont Du du SDF, SDF, du RDPC et également. même à l'intérieur du RDPC, parce que les premiers qui vont commencer à tirer sur Bossabo, et c'est moi ici sur ce plateau, je n'accepterai pas que quand Donc on a surnommé le rebelle d'ailleurs. je n'accepterai Même le jeu de la plénière. pour aucune raison de voir quelque chose qui est noir et qu'on veut me faire gober que ça. Bon, même comme il y a un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect, je suis allé le rencontrer une fois pour des conseils. Il m'a dit, mon fils, tu sais, pour faire la politique, un bon politicien est un bon menteur. Il faut savoir mentir. C'est pas vrai. Bon, ça, c'est le conseil de cet aîné-là. Et depuis que je suis en politique, Vous avez déjà beaucoup menti. je suis très à l'aise dans ma vérité. C'est-à-dire que quand j'ai conçu Heureusement. ma part de vérité et qu'elle est Il ne faut pas écouter les conseils de certaine, l'aîné, là. non, je ne pense pas que la politique c'est du mensonge. Et je pense que même mon idole politique, parce qu'ils sont croix, il y a Paul Biya. Avant Paul Biya, il y a André-Marie Mbida. Il y a Paul Biya, il y a Madame Foni. Pour moi, c'est des modèles politiques. Pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Pourquoi? Non, mais président, on va revenir à vous. Non, quand je parle de Madame Foni, tout à l'heure, parce Allons-y que rapidement sur on a notre parlé question. on a parlé de compétences intellectuelles. Oui. L'intellect n'est pas qu'une compétence. Je vais parler en deux mots. Compétences émotionnelles et compétences intellectuelles. Si l'émotionnel est au-dessus de l'intellectuel, nous connaissons des intellectuels qui ne valent rien. Revenons en tout cas sur notre question. Donc, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui justement à la commune? On sait que ça fait déjà 100 jours. On peut pas. On ne peut pas faire le procès. Oui, jusqu'à preuve de quoi on ne peut pas Jusqu'à encore faire preuve le de procès. on ne peut pas faire le procès du maire actuel, monsieur Epoupa Bossambo, de sa gestion. Tout simplement pourquoi? Parce que je lis là. Quand je prends l'organigramme de la commune, on me fait comprendre que l'exécutif, permettez-moi que je me retrouve sur... Voilà. Quand je prends l'organigramme de la commune, on me fait comprendre que le président du conseil communal, c'est le maire. Et la deuxième personne qui suit, c'est le secrétaire du conseil, oui. qui est le secrétaire général de la commune. Voilà, s'il faut parler en termes hiérarchiques. Quand vous regardez La l'organigramme, hiérarchisation en tout cas de la hiérarchisation. Oui. Quand je dis président du conseil communal, je ne vois pas vice-président, je ne vois pas second vice-président. Ça veut dire que l'exécutif, qui est composé du maire et des adjoints, dans leur entendement, c'est que ils sont aussi des petits maires et ils ont droit à une parcelle de pouvoir. Ils oublient que nous avons donné tout ce pouvoir à une personne et qui devrait ouvrir un robinet pour que tout le monde... Non, je peux pas vous laisser... Non, attendez, je peux pas... On va vous donner la parole à l'abbé Anatole ici, laissez terminer. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans cette commune, on a comme l'impression que
je vous prends un exemple parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. On a comme l'impression que si le maire doit gérer 100 francs, c'est-à-dire il devrait prendre 75 francs, je vais dire 50 francs, il donne aux adjoints, il donne 25 francs à tel adjoint de gérer. S'il devrait en arriver là, ça devrait faire partie d'une certaine démarche où il ne doit pas se sentir en danger. Et que les autres n'interprètent pas que arriver à l'exécutif, c'est la mangeoire. Et dans cette mangeoire, ils oublient que lorsque l'heure de la comptabilité arrive, quand le TSS atterrit, ce n'est pas les adjoints qu'on interroge, c'est l'exécutif qui est représenté par le président du conseil communal qui est mis devant la barre. D'où, et je pense qu'il est important que nous réglions ce problème-là. Quand je dis nous, il va régler ce problème avec ses adjoints. Ce n'est pas l'interprétation que les uns et les autres veulent. Justement, dans la hiérarchisation, il n'y a pas de maire adjoint. Dans la hiérarchisation, il y a maire adjoint. La loi est claire. C'est-à-dire, la loi elle est claire. Mais sauf que le nerf de la guerre ici, c'est le budget. C'est-à-dire comment tel va gérer le budget. Et je pense que ça devrait être une subtilité qui devrait se négocier dans l'exécutif et pour voir quelles sont les parts, les attributions des uns des autres. Et pour que ce soit encadré. Parce qu'il faut donner des attributions et qu'on commette des gaffes, ça va retomber sur le maire. Et je pense qu'il y a une démarche assez subtile qui devrait encadrer cela. Quand je prends par exemple l'exemple de la mairie de la ville, ce que j'ai cru entendre et ce que j'ai cru voir. Il y a un des adjoints à qui, par exemple, on a donné la concession des marchés. Et que pour pouvoir coordonner... C'est-à-dire la concession des marchés. C'est-à-dire que c'est elle qui sélectionne et qui propose maintenant au maire, qui valide. Je prends cet exemple. Il n'a pas dit qu'il connaît grand-chose, mais il prend quand même exemple. C'est un exemple, par exemple, que j'ai vu. Et je pense que dans notre localité, on a plusieurs compartiments. On a 6 adjoints. Et je pense qu'il faudrait... Ils vont s'organiser. Vous allez responsabiliser, et encadrer. Parce que quand on te donne responsabilité, ce n'est pas pouvoir faire du n'importe quoi. Nous avons tous besoin d'une bonne éducation, d'une mise à niveau, de comment même pouvoir gérer et comment même encadrer cela. Parce que c'est le plus important. Et le maire, donc, dans la méfiance, essaie donc de pouvoir réunir un certain nombre d'éléments pour pouvoir certainement essayer de pouvoir distribuer. Je vais prendre rapidement la réaction en 2 minutes, Albert Anatola ici. 2 minutes, s'il vous plaît. Je voudrais corriger 2 choses. Je voudrais préciser 2 choses. La première, c'est quoi? C'est que les attributions dévolues aux adjoints maires sont légales. Ça ne dépend pas des humeurs du président du conseil, comme il le dit. Ça ne dépend pas des humeurs. C'est lui le chef de l'exécutif. C'est encadré. Est-ce que tu peux nous sortir ces attributions? Parce que j'ai lu le code. Non, c'est encadré dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Monsieur Anatola ici. Maintenant, je risque de vous décevoir. Ça n'existe nulle part. Je dis c'est encadré. On n'a pas besoin des humeurs du maire. J'ai parcouru tout ce code. Ça n'existe nulle part. Pourquoi ailleurs, dans d'autres collectivités locales, ce problème a été réglé? Oui, mais il a été réglé peut-être parce que les hommes se sont entendus sur ce nombre d'attributions. Non, pour revenir au code, je voudrais souligner cela, ça n'existe nulle part. Ok, je veux bien donnez-moi la chapitre. Sortons du ping-pong. Sortons du ping-pong, s'il vous plaît, parce que je vais passer la parole à Irina. Pour revenir sur le cas de la mairie de la ville, c'est la même situation qui prévaut. Maintenant, il s'agit des attributions entre guillemets au lance-pierre, c'est-à-dire va régler tel problème, mais on te met un gendarme derrière qui n'a aucune compétence, qui n'est même, c'est-à-dire qui n'est même pas lié à la gestion de la mairie. Je pense pas que du côté de la 3e, il y a quand même 6 adjoints au maire, donc forcément, ils vont s'entendre. Je vais me tourner vers Eric Pépin-Bikaï. On a l'impression aujourd'hui que certaines personnes qui sont dans l'exécutif communal ne sont pas réellement là pour servir le peuple, mais pour se sucrer. Oui, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est le cas. Là c'est une évidence, parce que si on revient sur le contexte de Douala, il ne faut pas oublier que sur les 360 communes, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 3 communes qui ont un exécutif composé de 61 conseils municipaux. Je pense à la commune de Douala 5e, Douala 3e et la commune de Yaoundé 4e. Non, la mairie de Bafoussam. Non, je dis la commune de Douala et de Yaoundé 4e. Ce sont les 3 communes qui ont 61 conseils municipaux. Le reste, c'est le nombre se joue entre 41 et 25, en fonction de la localité, la localisation de la commune. Si on revient dans le contexte de Douala, on comprend bien les enjeux d'une commune comme Douala 3e ou comme Douala 5e. Nous sommes restés dans le cas de Douala 3e, par exemple, que je connais plus ou moins bien. Oui. Vous voyez que la manière dont la compétition se déroule, à peu près,
la manière dont la compétition se déroule, fait en sorte que ceux qui arrivent au conseil ont pour priorité de pouvoir rembourser leur investissement, ce qui a fait leur budget de campagne et autres. Le plus gros problème dans ces communes-là, c'est l'attribution des marchés. Parce qu'au-delà des compétences que les uns et les autres réclament, plus d'une personne voudrait avoir une mainmise sur un certain nombre de marchés. Parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose de fondamental, que la commune, ou alors le président du conseil communal, gère le patrimoine de la commune. Oui. Et le patrimoine, il est pluriel, dans les secteurs d'activité aussi divers que variés. Il est donc question maintenant d'avoir une mainmise sur ce patrimoine-là, dans l'optique de le gérer pour l'intérêt des populations, mais davantage pour ses propres intérêts. Il y a donc un certain nombre de conseillers municipaux qui ont pris des engagements peut-être auprès d'un certain nombre de mécènes, qui les ont accompagnés durant la campagne électorale. Voilà. Et maintenant, il est donc question de faire un retour un retour d'ascenseur à ceux-là qui les ont aidés. Prioritairement, en termes d'attribution des concessions, ceux-là sont les plus favorisés. Je ne cache aucun secret. Mais si se trouve maintenant que Monsieur Poupa, en fait, si on parle de la mairie de Douala. Non, on n'est pas de la mairie de Douala. En fait, je prends un certain nombre de maires s'en rendent compte et décident de verrouiller le circuit pour voir plus clair. En réalité, il va de la responsabilité de ces présidents du conseil municipal. Parce que César l'a dit tout à l'heure, c'est le président qui est ordonnateur des dépenses. Mais le comptable, voilà. Mais le président Banakana a dit tout à l'heure que la survie ou le succès d'un exécutif municipal dépend de 3 personnalités. Donc, une personnalité est votée par le peuple et 2 sont nommés par l'État. C'est-à-dire le receveur municipal et le secrétaire de la mairie. Oui. Ça veut dire que quoi? Vous avez beau avoir un exécutif municipal assez dynamique, mais si les 2 autres, qui ne dépendent pas de votre volonté ou de vos humeurs, décident de ne pas jouer votre jeu, il est fort probable que sur 5 ans, vous allez branler, à ne rien faire, ou alors ils vont garder dans tout, parce que quand ce soit le cas, les dernières dépenses reposent sur ces 2 personnalités. À côté de ça, c'est quoi un secrétaire général d'une mairie? Pour moi, c'est le cerveau de la mairie. Ça veut dire que si ce cerveau de la mairie n'est pas en étroite collaboration avec votre conseil municipal, jusqu'à ce qu'il soit relevé de ses fonctions, il est fort probable qu'il vous pourrisse votre projet. Ça, c'est de 2. Dans l'univers de notre cosmogonie, il faut à un moment qu'on fasse la différence entre le parti politique et l'institution que c'est la mairie. Parce qu'on parle d'un patrimoine. Le patrimoine, il est matériel et il est immatériel. Oui. Et il n'appartient pas forcément à une coloration politique. Lorsque un exécutif est élu, il est élu sur la base de 2 choses, soit en majorité relative, soit en majorité absolue. Lorsque l'exécutif n'obtient pas la majorité absolue, l'exécutif doit composer avec l'ensemble des différents partis qui composent cet exécutif. Même si cet exécutif est élu en majorité absolue, cet exécutif est tenu compte du fait qu'il a un patrimoine pluriel qu'il a droit de gérer. Et la mairie est une institution qui n'appartient pas forcément à un parti politique. Mais pas forcément, il n'appartient pas à un parti politique. Mais dont les résultats doivent impacter ou refléter le niveau de développement et d'évolution de la commune. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas un patrimoine qui appartient comme, par exemple, un certain parti politique est arrivé en premier. Donc, prioritairement, il faudrait que on privilégie ceux qui font partie de ce parti politique. Et ça crée un problème. Dans nos communes, notamment les communes urbaines, que ce soit à Douala 1er, à Douala 5e, à Douala 3e ou à Douala 4e, qui sont les communes qui sont composées des autres partis politiques. Parce que la seule commune, si je ne me trompe pas, ou les seules communes, c'est Manoka et puis Douala 2e, qui ont une coloration exclusivement réservée au RDPC. Donc ça pose un problème qu'on a des conseils municipaux qui ne savent pas leur rôle. Parce qu'en réalité, les conseils municipaux également sont choisis en fonction de leur quartier. Oui. Donc ils représentent les populations de ces quartiers-là, qu'ils doivent remonter les problèmes des quartiers pour venir faire le lobbying auprès du maire, afin que le maire essaye de s'occuper des problèmes. En fait, c'est ça. Ça devrait être ça. Que lorsqu'on s'assoit dans le conseil municipal, on dit mon quartier a un problème de route, mon quartier n'a pas de bac à ordures, mon quartier a un problème d'eau. C'est le lobbying que chacun doit mener auprès du président du conseil exécutif, qui est le maire, afin qu'on puisse intéresser, orienter des travaux dans leur quartier. Justement, le rôle d'un conseiller municipal, c'est de faire remonter justement les problèmes de son quartier. En principe, mais ce n'est pas le cas. Quand les gars s'asseyent, ce n'est pas son seul rôle. Ce n'est pas le seul rôle. Je n'ai pas dit que c'est son seul rôle. Ce n'est pas le seul rôle. Mais parce que tout à l'heure, le président a dit qu'il faut faire la différence entre la loi
Et ce qui est, parce que ce qui est prioritaire, c'est que l'action du maire et du conseil exécutif soit visible sur 5 ans. Et une visibilité, c'est davantage une affaire d'implémentation d'un certain nombre de réalisations, d'un certain nombre de projets. Pour le cas des communes semi-rurales comme celle de Douala, il y a plus de problèmes que de solutions sur 5 ans. Même le SDF qui est passé, on a comme l'impression qu'ils n'ont jamais rien travaillé dans la commune de la 3e durant leur mandat passé. Mais en réalité, ils ont essayé de se battre. Mais il y a tellement de problèmes que même les solutions qu'on peut y apporter, on a comme l'impression que c'est du tape-œil. Donc c'est de ça qu'il est question. Les gens viennent au conseil municipal pour chercher des marchés, pour vouloir se sucrer, en fait, on a l'impression, pour prendre de l'argent à certains concessionnaires parce qu'ils les ont promis d'être transférés. Et au finish, on n'a pas ce qu'on attend, c'est-à-dire le développement auprès des populations. Président Badakani, quand on écoute les uns et les autres, on a l'impression finalement que lorsque le secrétaire général de la mairie est là, le receveur municipal est là également, finalement le maire, il n'a pas les mains libres. C'est pas vrai, c'est faux, c'est pas vrai. Sur le plan de la légalité de la commune, la loi est claire. Allez lire le code général des collectivités territoriales décentralisées. Les rôles de chacun sont bien précisés. Bien précisés. Le secrétaire général n'a aucun pouvoir pour bloquer l'action d'un maire. D'accord. Ça, il faut bien le préciser également. Là, je le dis d'autorité. C'est-à-dire qu'un secrétaire général n'a aucun pouvoir pour bloquer l'action. Dans le receveur municipal non plus, il a le secrétaire général a un rôle purement administratif. C'est-à-dire qu'il a un rôle purement administratif. D'ailleurs, la fonction a été créée parce qu'auparavant, nos communes étaient pauvres en ressources humaines. Et d'ailleurs, c'est encore le cas. Donc l'État était obligé souvent de déléguer. C'est-à-dire quand on nommait un secrétaire général, c'est parce qu'on s'assurait que, bon, sûrement c'est un fonctionnaire, il a les compétences. Donc, on l'affectait pratiquement à la commune. C'est un travail technique, administratif qu'il est chargé de faire. Il ne peut pas bloquer l'action de monsieur ou de madame le maire. Impossible. Pareil pour le receveur municipal. Tant que les actes de gestion de monsieur le maire, de l'exécutif municipal, sont conformes à la nomenclature, n'est-ce pas, budgétaire et financière de l'État, parce que l'agent de la commune, ce sont les deniers publics, la loi est claire là-dessus, le receveur va bloquer l'action comment? Il ne peut s'opposer au maire que si celui-ci pose acte de gestion non conforme à la loi. À la loi financière, à la loi. Parce que c'est le code financier des communes, c'est écrit, c'est clair. Tant que monsieur le maire pose des actes de gestion qui sont conformes, le receveur ne peut que s'exécuter. Il n'a rien d'autre à faire que ça. D'abord qu'il est élu. Il n'a pas de... Personne ne l'a élu. Donc il est là pour s'assurer que les actes de gestion sont réguliers. C'est-à-dire conformes, n'est-ce pas, à ce que dit le code financier de la commune, qui lui-même ne fait que reprendre au niveau de la commune la nomenclature financière de l'État. C'est ça qu'il s'agit. Donc il ne peut pas bloquer. Le conflit arrive souvent lorsque, tout à l'heure je l'ai dit, lorsque sur le plan culturel et politique, les élus locaux veulent s'enrichir. C'est-à-dire que... C'est le cas, c'est souvent le cas. Oui, c'est ça. Or, c'est le gros problème en fait. Lorsque souvent, généralement, l'environnement municipal de notre pays, c'est quoi? Tout à l'heure je l'ai dit. Avant, les mairies étaient les marchepieds d'autorités administratives. Il ne faut pas cacher. C'est clair. Donc un maire ne peut pas lever la tête devant la tutelle. Et du coup, ça a créé un contexte où, n'est-ce pas, on s'arrangeait entre de connivence, des petits copains comme ça, on se faisait des services comme ça. Donc quand le sous-préfet est content, bon, vraiment, je ne veux pas m'attaquer au sous-préfet, ils ne sont pas tous comme ça. Mais le contexte, n'est-ce pas, peut créer des comportements. C'est un fait. C'est un fait. D'ailleurs, c'est pour ça que le président a dit qu'il faut décentraliser. C'est pour ça que le président a voté ce code-là. Parce que le président. Le 24 décembre dernier, pour décentraliser justement. Il est bien conscient qu'il y a des habitudes qui doivent changer. Donc, du coup, le budget de la mairie était un endroit, le plus souvent, ça servait à être partagé, n'est-ce pas, entre ces réseaux-là. C'est ça qu'il s'agissait. Or, le fait de basculer dans ce nouveau contexte municipal n'a pas transformé les mentalités de manière mécanique. Et comme je dis tout à l'heure, si le maire est coopté par un réseau, et que c'est la cooptation là qui est l'essentiel de ses capacités politiques, mais quand il est maire, il ne sait pas qu'un maire doit travailler pour la population, il ne connaît pas ça, même si la loi dit ça. Il va simplement chercher à dire que bon, ok, je rentabilise mon élection. Alors, en rentabilisant, il faut que je rentabilise aussi mes parrains qui investissent sur moi. Et les parrains ont des entreprises, des sociétés qu'ils ont créées, qui créent dans le sac. On dit à monsieur le maire ou madame le maire que tel marché, ainsi donc ça tombe dans ma poche. Tel marché, ça tombe dans ma poche. Tant que, je le dis, tant que tout ça est régulier,
et que c'est conforme, le maire n'aura jamais un problème avec. Et pendant ce temps, c'est le peuple qui en perd, qui en pâtit. Donc, oui, ça dit que, c'est ça que je dis. Non, généralement, quand quelqu'un a des compétences, c'est-à-dire si quelqu'un est conseiller municipal ou adjoint au maire, bon, la loi m'interdit ça maintenant. La loi interdit les délits d'initiés au niveau de la mairie. On interdit les conflits d'intérêts. C'est clair et c'est net. Voilà. C'est interdit dans la loi. C'est interdit. Donc le maire ne doit pas être en même temps quelqu'un qui pourchasse les marchés de ta commune. La loi interdit ça. Ces gens et les conseils municipaux devraient le faire. Pareil. La loi interdit les conflits d'intérêts. C'est écrit dans le nouveau code. Donc c'est clair, c'est interdit. Ils cherchent les conseils, ils cherchent les projets. Si un maire ou une maire pourchasse les marchés de la commune, il y a conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts. Si on vous attrape là, c'est-à-dire que vous avez violé la loi. D'accord. Donc, c'est clair. Donc, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Tout à l'heure, j'ai écouté mon ami Anatole ici. Oui, il faut qu'il y ait de la compétence. Mais il faut faire attention à imposer une dictature des experts dans les mairies. Les experts ne travaillent pas pour le peuple. Il n'est pas dit que quand on est expert, quand on est compétent, on travaille pour le peuple. Il faut savoir équilibrer entre le savoir-faire, qui est nécessaire, mais aussi ce qu'on appelle le sens commun, c'est-à-dire le sens pratique. Tout à l'heure, il a convoqué une figure de nos mairies, Madame Fournier, Père en son âme. Personne ne plaignait qu'elle avait un sens pratique. Il est souvent important d'être pratique. C'est pour ça que les conseillers doivent sortir du peuple. Il faut forcément qu'ils soient docteurs. Oh oui. Parce qu'ils connaissent les problèmes. Ils viennent là. Je dis que, base. même s'il parle pidgin, il dit que mon quartier a besoin d'un puits. Mon quartier a besoin de ceci. Même s'il parle en patois, il faut que ça dit, c'est pratique. C'est tout. Il vit ça. Il vit ça. Une mairie, ce n'est pas un conseil d'experts. Un mairie, c'est un ensemble de personnes, des compétences, mais des personnes qui ont pour souci, n'est-ce pas, de transformer les conditions de vie à la base. De la population. C'est la base à la base. Allons-y. Et même par rapport à ça, la loi maintenant est claire. C'est écrit dans la loi. Le maire doit puiser dans les caisses de la mairie pour financer la formation de ses conseillers municipaux. C'est écrit dans la loi. Donc c'est plus une affaire. Il a l'obligation. Où elle a l'obligation? La loi le dit clairement. Elle doit prélever, n'est-ce pas, sur le budget, de l'argent pour financer la mise à niveau, n'est-ce pas, de ses conseillers municipaux. C'est écrit. Okay. Donc, ce n'est pas une supplication, c'est une obligation désormais, les gars. Dans ce niveau-là, cette affaire-là, il est réglé. Moi, je pense que le défi que le mairie a, et il a souligné ça, c'est qu'il y a toujours un déséquilibre entre les besoins et les moyens. Nos mairies sont encore pauvres. Nos mairies n'ont pas suffisamment atteint le niveau qui les permet de transformer les ressources potentielles de leur commune en ressources réelles. C'est un problème. Et là, c'est pour ça que les conseillers municipaux doivent être créatifs, inventifs. C'est pour ça que nous avons salué cette loi. Cette loi, c'est une grande avancée. Parce que les maires ont désormais les compétences qu'ils n'avaient pas hier. Hier, j'ai dit, vous ne pouvez pas lever la tête devant une autorité administrative. Maintenant, c'est fini. Le patron de la mairie, c'est le maire. Le sous-préfet, le préfet, c'est après. C'est après. Il intervient après. Donc, et les conseillers municipaux, ils ont demandé un statut. Hein. Les conseillers même ont un statut. C'est un local, c'est un bourse. Les conseillers jusqu'aux conseillers, ils ont un statut. Donc, à partir de maintenant, fort de cela, il faut que, n'est-ce pas, les élus locaux profitent de la loi pour faire booster les choses, y compris à travers cette fameuse coopération décentralisée. Il ne faut pas que seulement que les maires aillent chercher les relations à l'étranger, non, qu'ils aillent chercher l'argent. Et c'est possible. C'est possible. Et c'est possible. Albert Anatole, ici on a quand même un autre problème. Quand on est parfois adjoint au maire, la seule chose qu'on attend, et ce qu'on espère lorsqu'on devient adjoint au maire, c'est le partage du gâteau. J'insiste là-dessus. Bon, écoutez, je crois que c'est votre perception de la chose. C'est pas la perception de la chose, c'est ce qui se passe. Je vais relativiser. Oui. Même au niveau des maires, si vous voulez. Tout à l'heure, il évoquait la problématique des conflits d'intérêts, des délits d'initiés. Ça existe toujours. C'est l'appel. Si on va en profondeur dans les actes posés par ces maires, la plupart vont se retrouver soit à Koningui, soit à Nubel. Ça c'est une réalité. Est-ce que les préfets n'ont plus
comment je peux dire, ils n'ont plus un impact possible sur les maires. Malheureusement, c'est le cas parce qu'il y a des documents qui exigent le visa du préfet. Non, mais la loi a prévu. Alors, la loi doit encadrer à ce niveau. La loi encadre quand même ce il y a des délais même. Il y a des délais. C'est-à-dire, si un préfet, je vous en prie, quelques secondes, s'il vous plaît, rapidement. Si un préfet traîne au-delà du délai légal que la loi lui impose par rapport à un document à signer, le maire achemine. Bon. Il y a tout un ministère. Oui, mais sauf que... C'est une avancée. Oui, c'est une avancée. Il y a des avancées dans cette loi. Très peu de maires pourront prendre le risque justement d'avoir le courage de faire autrement. Je vais vous faire est-ce qu'il n'y aura pas justement une grande complicité entre le préfet et le maire justement pour tripatouiller certains Écoutez, documents. Puisque le préfet très souvent sollicite le carburant de la part de monsieur le maire pour que certaines choses passent, c'est une réalité. C'est là le problème. Alors, c'est une réalité implacable. Bon, maintenant, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème qu'il faut soulever. Il ne faut pas qu'on sorte n'est-ce pas, de cette émission sans évoquer cette problématique. Si les conseillers municipaux ont un statut, je pense que le personnel communal devrait avoir un statut. Parce que la loi portant, n'est-ce pas, statut de fonctionnaires communaux est bloquée. Il faut donc que cette loi-là sorte du tiroir. Pourquoi est-ce que les conseillers ont un statut et les personnels communaux n'en ont pas? C'est un problème qu'il faut absolument évacuer. Maintenant, quand nous avons dit cela, le problème c'est quoi? Ça dépend, il faut préciser. Non. Si on transfère, si l'État central transfère du personnel prévu par la loi à une commune, il ne paie pas son statut d'origine. Il est de même fonctionnaire. Et son sort est réglé par le statut de la fonction publique. Moi, je parle de personnel communal, c'est-à-dire les personnels que mais là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils sont recrutés, maintenant, ça dépend du maire. Ça dépend du maire et sa capacité de régulariser leur situation. Cette loi est encore bloquée. Oui. Maintenant, je pense que pour rendre... Parce qu'il faudrait qu'à la fois il faudrait que les mairies, d'une manière générale, que les collectivités locales puissent faire un équilibre entre les objectifs politiques et les objectifs de performance. Parce qu'il faut quand même dire que bien que ce soit une institution, une mairie doit pouvoir trouver des ressources pour justement engager les actions de développement local. Et pour trouver ces ressources-là, ça requiert de la jugeote intellectuelle, ça requiert, n'est-ce pas, des capacités, des compétences. Des capacités, des compétences. Je vais me tourner vers César Honoré Ngoma, jusqu'à peu le contraire dans cette localité. Je ne parle pas seulement de la commune d'arrondissement de la 3e. Il y a des entreprises, et comme on faisait d'ailleurs, ce matin, on parlait d'ailleurs du cas de Njombe Pendia, il y a quand même un versement fait, qui est déversé en tout cas à la mairie. Non, je pense que le cas de Njombe Pendia devrait inspirer tous les 360 maires du Cameroun. C'est un cas qui servira d'exemple. Quand je l'ai dit, je voulais m'attarder. Mes deux premières prises de parole m'ont amené à la querelle avec justificatif de l'intervention. Non, ne vous inquiétez pas, vous êtes ici. Allons-y, messieurs, le temps nous est parti. Je suis arrivé ici pour essayer de clarifier et peut-être avoir l'expertise des uns et des autres pour nous accompagner dans ce qui nous attend. Les compétences et pouvoirs du conseil municipal et de l'exécutif. Et quand je parcours le document, je vois quelques titres, je pense qu'il y en a une dizaine, les compétences du conseil municipal. Élire le maire et ses adjoints. Voter le budget communal. Approuver les comptes administratifs du maire et le compte de gestion du receveur municipal. Autoriser les dépenses et recettes spéciales. Fixer les emprunts et accepter les dons et les legs. Autoriser l'intervention de la commune dans le domaine économique et social, instituer des taxes et fixer leurs taux. Approuver les plans d'urbanisme. Adopter la dénomination des rues sur des places publiques. Autoriser l'acquisition des immeubles. Autoriser l'établissement et la suppression des foires ou du changement de leur du lieu d'implantation. Autoriser les aliénations et échanges des
des propriétés communales, désigner les représentants de la commune dans divers organes et institutions, émettre son avis et faire des suggestions sur tous les problèmes d'intérêt local qui échappent au cadre réglementaire de sa compétence. Et pour terminer, promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de la commune. Et on vient me parler le pouvoir, les compétences de l'exécutif, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de mettre en application de tout ce que nous leur avons donné là comme pouvoir. Notamment l'exécutif, le maire et ses adjoints. Conserver, entretenir et administrer les propriétés et les biens de la commune et accomplir tous les actes conservatoires de ces droits. Gérer les revenus, surveiller les services communaux et la comptabilité communale. Délivrer les permis de bâtir et démolir ainsi que des autorisations d'occupation des sols. Préparer et proposer le budget, ordonnancer les dépenses et prescrire l'exécution des recettes. Diriger les travaux communaux. Veiller à l'exécution des programmes de développement financés par la commune, réalisés avec la participation. Pouvoir aux mesures relatives à la voirie municipale. Souscrire des marchés. Passer les baux. Passer les baux et l'adjudication des travaux communaux. Passer les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation des dons ou des legs, d'acquisition, de transactions lorsque les actes ont été autorisés par le conseil municipal. Prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction d'animaux déclarés nuisibles et éventuellement requérir des habitations avec armes et des chiens propres à la chasse de ces animaux et surveiller et d'assurer l'exécution de ces mesures. Veiller à la protection de l'environnement, prendre en conséquence les mesures propres à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, assurer la protection des espaces verts et à contribuer à l'embellissement de la commune. Et enfin, nommer aux emplois communs et d'une manière générale, exécuter les délibérations du conseil municipal. Quand cela a été dit, je pense, comme je l'ai dit ici hier et en d'autres lieux, nous sommes au moins à 75% nouvel exécutif qui n'avions pas été par le passé des anciens. Même si nous sommes tous des experts en X ou en Y, nous avons là des spécificités, des réalités dans nos 104 quartiers de Douala 3e. Oui. Et je pense que chaque commune du Cameroun a les mêmes problèmes. Nous avons donc besoin, de manière spécifique, que chacun assimile déjà. Parce que je ne vais pas me lever et venir résoudre un problème à la mairie, dire voilà mon quartier a tel problème. Je dois d'abord identifier les problèmes. Mon quartier a besoin de quoi? Par exemple, hier, on nous a distribué des commissions. Je fais partie au moins d'une ou deux commissions. L'une de ces commissions, on m'a parlé du sport. J'aime bien le sport. Je suis un bon vétéran du 2-0. Il faut déjà dans les 104 quartiers identifier est-ce qu'on a les espaces de loisirs pour cela. Et si oui, ils sont dans quel état? Voilà les championnats de vacances, voilà les vacances. On a passé presque 3 mois de confinement. Les obésités ont connu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand vous regardez l'espace, par exemple, du tunnel de côté jusqu'à Japoma, il n'y a pas de stade. On peut faire de tout ce qu'on sent, même un espace de footing, par exemple. Donc, il y a plein d'idées. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, le président Badakane disait, quand on n'a pas la science infuse. On devrait avoir une collecte des informations pour les besoins des localités et pouvoir maintenant harmoniser cela pour venir soumettre au conseil pour validation et chercher maintenant les moyens pour pouvoir les réaliser. On le souhaite d'ailleurs, tout le bonheur et surtout beaucoup de travail. Mais nous allons revenir justement, vous poser des questions, ce que vous aurez fait, en tout cas à la commune d'arrondissement de la 3e. Eric Pépin Bika, nous allons sortir rapidement de cette édition parce que nous avons un autre invité. Votre mot de fin.
Non, c'était un débat assez constructif. Quel qu'en soit le cas, il doit être passionné parce que nous restons toujours là dans le modèle de la préservation des intérêts des uns et des autres. Il ne faut pas également oublier que il est difficile pour nous, dans le cadre de l'implémentation de cette nouvelle loi sur la décentralisation, d'estiper de cette loi la culture administrative. Donc, il y aura toujours les crocs en jambes d'un certain nombre de nos compatriotes, voilà, de nos compatriotes qui voudront s'accrocher sur les anciennes habitudes qui forcément ne sont plus implémentables dans ce nouveau code. À côté de ça, les gens se bagarrent plus sur des aspects qui rapportent un peu d'argent. J'ai suivi la bagarre entre la communauté urbaine et la commune d'arrondissement de deuxième sur la gestion des espaces marchands. Mais à l'époque, j'étais un peu intrigué du fait que cette même commune de la deuxième avait à côté l'hôpital de Newbel et le lycée de Newbel. Mais elle ne réclamait pas la compétence de gérer ces espaces. Mais elle réclamait à corps et à cri. Et à l'époque, c'était l'adjoint maire Wafo, Jean-Robert Wafo, de pouvoir gérer le marché central de Newbel. C'est un peu cette intrigue qui se transpose un peu dans nos communes. C'est-à-dire, les gens se bagarrent davantage pour préserver leurs intérêts financiers et oublient l'essentiel, c'est-à-dire aller vers l'amélioration des conditions de vie des populations, tout simplement. Merci, monsieur, d'avoir été là ce matin. Bon, président, en quelques secondes seulement, parce que moi j'ai un autre invité. Pour régler cette affaire-là, c'est-à-dire le conflit entre la loi et la personnalité de la loi et l'environnement, la culture, justement, tout à l'heure je l'ai dit, il faut que les maires s'organisent. Dans le cadre des associations comme Communes et Villes Unies du Cameroun, les maires doivent s'organiser et développer une intelligence, n'est-ce pas, de leur association pour proposer, se constituer en lobbying, en lobbying. Quand ils vont le faire, ils vont gagner. Parce que c'est les maires qui parlent tous à la fois, par rapport dans leur rapport avec l'autorité administrative, ça va passer. Albert Anatola, ici, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, il faut que les mairies deviennent les outils de développement et non les outils de contrat ou de passation de marché. Mais ils le sont. Merci Badakani d'avoir été là, président, pour cette autre édition de Libye ce matin. C'est moi qui vous remercie. César Honoré Gomo, j'espère qu'on n'avait pas été déçus. Merci également d'avoir été là ce matin. Nous vous souhaitons bon vent. Ça a été un plaisir. Bon vent à l'âme. J'espère vous revoir tout à l'heure lors de la clôture de nos travaux. Nous serons là. Eric Pépin Mikaï, merci également d'avoir été là ce matin. J'espère qu'il sera aussi là. Merci. Non, je suis quand même du PCR. Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Très heureux d'avoir partagé justement ce plateau avec vous. C'est toujours un plaisir d'ailleurs. Rendez-vous est pris en tout cas pour demain matin pour un autre débat. Tout de suite et maintenant, nous allons prendre notre expert. Sur ce plateau, notre expert de ce matin, c'est Pierre Noumessi, il est naturopathe, magnétiseur. Bonjour. Bonjour mon frère, bonjour à tous les téléspectateurs de ABK. Non, c'est pas ABK ici. De DBS, toutes mes excuses. Vraiment, DBS. vous êtes fou, voyez grave seulement. Téléspectateurs de DBS. Ça faut donc que vous le sachiez. Pierre Noumessi, vous êtes naturopathe, magnétiseur. Exact. Et d'après les dernières nouvelles, en tout cas d'autres médias camerounais, vous également, vous avez découvert le remède contre le Covid-19. Je ne pense pas que je vais dire directement que j'ai découvert le remède contre le Covid-19, mais je dois dire simplement que c'est un vieux remède avec lequel j'ai toujours soigné les situations difficiles, les toux compliqués, oui. Et les toux liés aussi aux différents empoisonnements. Donc c'est ce même remède que j'ai mis à la disposition de la population pour pouvoir les aider et à lutter contre le coronavirus. À lutter contre le coronavirus et ça marche. Et ce remède s'appelle comment? Infection respiratoire et immunité. C'est un protocole. C'est ça le nom de votre médicament? Oui, bien sûr. Je ne peux infection respiratoire et protocole de? Et immunité. Et immunité. Infection respiratoire et immunité. Exact. C'est ça le nom du médicament? Exact. Il n'y a pas un nom global pour représenter en tout cas ses propriétés dans votre médicament? Il n'y a pas que Corona, il y a beaucoup de maladies. Donc, ceux qui prennent Corona comme la maladie d'actualité, je pense que si tient compte qu'il y a aussi les tuberculoses et beaucoup d'autres maladies, on ne s'appuiera pas seulement sur Corona. Mais on a l'impression aujourd'hui que vous, les naturopathes, vous soignez tout. Comme vous avez dit, on a l'impression que vous soignez toutes les maladies, finalement. Vous savez, ce qui est très difficile en Afrique, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas que
l'éducation qu'on nous a imposée en Afrique. Vous voyez un enfant au cours préparatoire, il a peut-être 13 matières. Avant d'arriver au cours moins 2, il a 17 matières. S'il est fort partout, on dira que c'est un génie. Oui. Mais il faut aussi croire qu'en médecine, on peut faire beaucoup de merveilles pour notre continent. Un médicament peut soigner plusieurs maladies. Pas un médicament, mais chaque cas doit mériter une composition qui sera favorable pour la guérison de chaque cas. Et dans le cas de votre médicament, il soigne quoi par exemple? Vous avez dit... Dans le cas de celui du coronavirus, Oui. il soigne l'infection respiratoire, Oui. et ça régénère le système immunitaire, Oui. c'est un cicatrisant interne, et ça a aussi de la vitamine C pour revigorer et remettre en forme le malade. Remettre en forme le malade. Et ça soigne aussi la pneumonie. La pneumonie. Ouais. Et ce médicament, il coûte combien à peu près? En fait, ça coûte 36 000 francs, parce qu'il y a l'immunité qui court vite. D'accord, apparemment vous avez une image d'ailleurs sur ce médicament. C'est quoi déjà? Je vois Neti quoi? Netio, c'est en mon patois, ça veut dire un corps en santé, santé parfaite. Netio. Voilà, exact. Ben, ça signifie que c'est le nom du médicament alors? Netio, c'est mon logo. Ah, Netio, c'est votre logo. Voilà. Bon, et là, donc, rien que ce flacon que je viens de voir là, c'est 36 000 francs. Non, il y a deux éléments. Vous allez voir, il y a un autre petit élément. Voilà le deuxième. Oui. C'est les deux combinés qui font 36 000 francs. Normalement, c'est les deux combinés, mais il faut deux de la grande bouteille de 250 ml et un pour l'immunité. Et un pour l'immunité. Oui. Et on les trouve où votre produit? Ici à Douala, déjà, on peut le trouver à mon centre. Comme on peut aussi trouver chez d'autres de mes collègues. J'ai même ouvert un autre endroit, en fait, qui sera ouvert, ça sera inauguré à Yaoundé, où on trouvera aussi tout ça là-bas. Donc vous êtes à Douala pour l'instant, mais bientôt vous serez à Yaoundé également. Et dans beaucoup d'autres pays africains, comme la Côte d'Ivoire, on peut trouver, comme le Bénin, on peut trouver, comme le Togo, on peut trouver, parce que j'ai des succursales là-bas. Ah, vous avez des succursales du côté du Bénin, du Togo et sans oublier la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes un peu panafricain finalement. Exactement. Mon souhait, c'est de mettre toute l'Afrique en bonne santé de manière naturelle. Ben, vous êtes bien tombé parce que nous sommes une télévision panafricaine. On espère que le nature, que vous en avez dit, nature, c'est ça? Je prononce bien, j'espère. Nature, oui. Ça veut dire en dehors de ce médicament contre le coronavirus, vous avez un autre médicament ou bien vous faites seulement dans le coronavirus? Non, j'ai toute une pharmacie naturelle. Oui. Là, dans cette pharmacie, on a des remèdes liés à presque toutes les pathologies. C'est-à-dire les cancers, les affaires liées au métabolisme, le diabète et consorts, les cas d'infertilité, gynécologiques, les infections pulmonaires, les infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles également. On a les problèmes cardiaques, paralysie, en fait c'est toute une gamme très je vais revenir en tout cas sur ma question précédente, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un naturopathe, tout de suite le mec il soigne toutes les maladies. Vous savez, je suis en plein centre-ville d'Aqua. Oui. Je ne suis pas derrière les rideaux au quartier. Et dans le centre-ville, vous savez, je reçois tout le monde. Tous nos dirigeants qui sont là, et même des étrangers. Ils viennent vous voir pour être soignés? Ils viennent se soigner carrément. Et ces derniers temps aussi avec la crise du coronavirus, vous en avez eu pas mal qui sont venus vous voir? Oui, bien sûr, tous les jours. Je pense même que si je n'étais pas là, j'aurais perdu beaucoup de miens. Puisque à l'entame de l'épidémie, le 15 mars, j'avais déjà lancé une vidéo au niveau des réseaux sociaux pour pouvoir aider tous ceux qui sont au niveau international, enfin la diaspora en général, oui, pour pouvoir les aider à se protéger et éviter de tomber malade ou de crever par rapport à coronavirus. Et j'ai fait ça et ça a marché. J'ai quand même beaucoup de témoignages de ce côté-là. Est-ce que vous avez soigné justement des malades du Covid-19? Bien sûr, beaucoup. On a souvent l'impression que tout le monde dit on a soigné les malades du Covid-19. Non. Vous en avez soigné, ils vous ont dit bon, ok. Ils avaient un carnet où il était écrit qu'ils avaient le coronavirus? Il y a des gens, vous savez, c'est quand quelqu'un quitte de l'hôpital, oui, il vient déjà avec son examen en main. Ah, d'accord. Ça ne va pas du tout, et puis on administre le produit. Quand on donne le produit, normalement, au bout de 3 heures, même si c'était le cas chronique, le malade commence à se ressentir mieux et progressivement, au bout de 7 jours, est guéri. Au bout de 7 jours? Oui.
dans une personne, par exemple, qui est atteinte du coronavirus, au bout de 7 jours, il peut être guéri. Il guérit normalement. Il n'y a pas de problème. Même les cas les plus graves? Je vous dis, je parle comme ça des cas les plus graves. Ah, d'accord. C'est extraordinaire quand même. Vous avez dit, bon, je vais répéter, nature. Nature. Oui, nature. Bon, ok. Nature, ça signifie, vous avez dit? Santé parfaite. Ça veut dire un corps en santé. Un corps en santé. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin, Pierre Noumessi. Je rappelle que vous êtes naturopathe et surtout magnétiseur et que vous avez créé justement un médicament contre le coronavirus. Vous avez d'ailleurs dit que ces 2 flacons, il faut les jumeler justement pour soigner le coronavirus. Exact. Et d'ailleurs plusieurs autres maladies. Exact. Et bon, vous avez dit que vous êtes ici à Douala et vous êtes en train d'ouvrir justement une autre clinique quelque part du côté de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Vous êtes au Togo, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Et au Bénin, exact. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin. Merci, nous vous souhaitons bon vent. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Nous avons été très heureux de vous savoir, très nombreux devant vos petits écrans pour suivre justement cette édition. Eh bien, n'oubliez surtout pas, l'homme qui considère sa vie comme dénuée de sens n'est pas tout simplement malheureux. Il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. À demain, si plaît à Dieu. Au revoir.